sortes d'activités qui n'ont pas trop de rapport, n'ont pas grand rapport avec la peinture. C'est du champ qui existe, ça. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et j'en ai toujours eu l'expérience. Depuis que je connais la peinture, au fond, je ne confonds pas un art d'imagination, un art comme Magritte l'a développé, qui a sa séduction propre, mais on sait que lorsqu'on regarde la manière dont il a peint, c'est toujours des formes très codifiées pour exprimer, par contre, une image tout à fait inattendue, mais qui ne ressort pas du tout d'une, comment dirais-je, recherche visuelle dans les éléments plastiques. Les éléments plastiques sont totalement bridés pour exprimer un sens, pour exprimer une image, pour créer une illusion fantastique. Et l'illusion fantastique, c'est justement pas le propos du peintre. Le peintre a un devenir imageant aussi. Toute peinture finit par se voir comme une image. Il y a un bouleversement inévitable, y compris l'abstraction. De toute façon, on produit des images. L'image, c'est simplement la dimension sémantique. Et alors, cette dimension de devenir image de la forme pure, je la retrouve chez Kandinsky. Et vous voulez qu'on s'y réfère comme des fondamentaux de l'esthétique. Mais Kandinsky, justement, distingue trois nécessités intérieures. On y reviendra. Donc je parle d'abord de Matisse, puis on reviendra aux trois nécessités intérieures pour envoyer, justement, et marquer toutes ces différences-là. Alors, ce que je poursuis par-dessus tout, dit Matisse. Alors ça, c'est un des premiers textes, je crois que c'est le premier texte d'esthétique de Matisse, publié en Allemagne au début du XXe siècle, qui a eu un grand retentissement sur la génération expressionniste qui ne se connaissait pas encore comme expressionniste. C'était balbutiant. Et c'était le fauvisme. Donc le fauvisme est avant l'expressionnisme. Et l'expressionniste a créé une confusion pour moi, gigantesque, issue d'un romantisme dont je parlerai aussi, qui est de l'esthétique picturale bien allemande, enfin l'esthétique globalement plus allemande que française, qui inclut une esthétique picturale. Il faut voir quelle esthétique picturale. J'en propose justement la Genèse aussi, en liaison directe avec la contemporaine. Donc voilà. Ce que je poursuis par-dessus tout, c'est l'expression. Voilà, le fameux mot expression, qui est vraiment un des termes clés pour ce séminaire. Quelquefois, on m'a concédé une certaine science, tout en déclarant que mon ambition était bornée et n'allait pas au-delà de la satisfaction d'ordre purement visuel que peut procurer la vue d'un tableau. Mais la pensée d'un peintre ne doit pas être considérée en dehors de ses moyens, car elle ne vaut qu'autant qu'elle est servie par des moyens qui doivent être d'autant plus complets, et par complet, je n'entends pas compliqué, que sa pensée est plus profonde. Je ne puis pas distinguer entre le sentiment que j'ai de la vie, pas quand même de la vie, et la façon dont je le traduis. Bon. Mais l'expression pour moi ne réside pas dans la passion, donc pas de mania, de Dionysos a priori en tous les cas. Personne déjà, quand on est artiste, la mania est chère à René et à Dionysos, mais c'est pas. Et dans la passion qui éclatera sur un visage, donc, voilà. L'expression pour moi, on voit bien la différence, ne réside pas dans la passion qui éclatera sur un visage ou qui s'affirmera par un mouvement violent. Elle est dans toute la disposition de mon tableau. Ça n'a plus rien à voir. La place qu'occupent les corps, les vides qui sont autour d'eux, les proportions, tout cela y a sa part. La composition est l'art d'arranger de manière décorative, alors le mot décoratif est important ici, les divers éléments, parce qu'il n'est pas du tout péjoratif, dont le peintre dispose pour exprimer ses sentiments. Dans un tableau, chaque partie sera visible et viendra jouer le rôle qui lui revient, principal ou secondaire. Tout ce qui n'a pas d'utilité dans le tableau est par lui-même nuisible. Une œuvre comporte une harmonie d'ensemble, tout détail superflu prendra dans l'esprit du spectateur la place d'un détail essentiel. La composition qui doit viser à l'expression se modifie avec la surface à couvrir. Si je prends une feuille de papier d'une dimension donnée, j'y tracerai un dessin qui aura un rapport nécessaire avec son format. Et c'est très formel. Et le problème, c'est qu'on n'investit pas assez la libido dans la sensation. Le peintre lui jouit de la sensation, pas du sentiment. Le sentiment, il arrive après. Et il sera là. La pulsion aussi, son énergétique aussi. Mais c'est la sensation qui fait qu'il va s'isoler apparemment, dans une mise entre parenthèses, du monde que je dis commun, moi, d'une vision, en fin de compte, très sémantique, très littéraire, très théâtrale de l'univers. Donc l'expressivité des corps, c'est pas hurler avec son corps dans une sorte de danse bachique. Non, ce qui intéressera le peintre, ce sera la ligne, qui sera décrite par ce corps bachique éventuellement. Mais il n'y a pas besoin d'être un corps bachique, puisque les lignes l'intéressent où qu'elles soient, par exemple. Et donc ça crée des formes aussi, parce qu'évidemment la danse de Matisse, on aurait pu passer en revue toute l'histoire de la danse, il n'y aurait jamais eu une forme comme ça, parce que la forme de la danse part quand même du corps de l'homme, le corps de l'homme n'a pas évolué au point de se transformer en un Matisse. Donc on voit bien ce qu'est l'invention des peintres, on finirait par l'oublier. Et ce fait qu'un performeur ne se situe pas du tout dans le même espace de création. Mais on finirait par l'oublier, puisqu'on a eu les actionnistes viennois, on a eu justement les années 60, où ces peintres encore, qui ont renoncé à la peinture au cours de performances, donc sont sortis de la peinture, stricto sensu. Mais vraiment, stricto sensu, mais globalement aussi, à mon sens, c'est pas parce qu'eux-mêmes étaient un peu couverts de couleurs parfois, et visiblement, c'est une forme de théâtralité, c'est une forme de création d'art de spectacle. Et pourtant, ça reste des arts plastiques. Et le problème, il est là. De même qu'on a pu remplacer la peinture par des textes. Et souvent, au nom de la vie, c'est pour ça qu'il y a eu vraiment un grand débat aussi avec René,
Et qu'est-ce que la vie dans ce cas-là, quand ça sert à sortir de la peinture? C'est pour ça que moi je pointais le problème de la vie qui n'est pas investie dans la sensation. Ici, elle est investie dans la sensation. Et elle est investie dans le mouvement ou dans le geste. Voilà. Le dessin doit avoir une force d'expansion. Donc vous voyez, c'est latéralement, la puissance plastique en expansion, qui vivifie les choses qui l'entourent. L'artiste qui veut reporter une composition d'une toile sur une toile, d'un grand doigt, d'une grande doigt pour en conserver l'expression, la concevoir à nouveau. Donc on voit très bien qu'il est peintre-peintre. Voilà. Donc je vais arriver à cet état de condensation des sensations qui fait le tableau. Donc condensation de sensations. C'est ça qui fait le tableau. Effectivement, quand on peint, ou quand on regarde un tableau, on doit se laisser prendre par progressivement la nécessité intérieure d'une condensation absolue, de plus en plus riche, de plus en plus forte. C'est là que la force et l'intensité apparaît dans le tableau. Or, effectivement, est-ce qu'il y a un lien direct avec l'expressionniste? C'est quelqu'un comme Eberle qui marque le départ entre les deux. Mais je crois que le spécialiste maison de l'expressionnisme allemand, notre Georges Bloss, a bien montré quand même que l'expressionniste n'était justement pas proche du fauvisme. Donc un expressionniste français, entre guillemets, n'appartenait déjà plus tout à fait à la même histoire. En tout cas, c'est pas le même mouvement. Et pourtant, plastiquement, il y a une grande parenté, puisque l'un inspirait l'autre, c'est tout le problème. Mais le second a été marqué par des courants multiples, puisque c'était tout de suite et de la poésie, et du théâtre, et du cinéma, etc. Or, le fauvisme, on peut toujours le chercher au cinéma, mais comme par hasard, voilà, c'est une appellation picturale. L'impressionnisme, on a pu essayer d'étendre un peu, mais je sais bien qu'il y a même un cinéma impressionniste. On l'a appelé comme ça, mais c'est l'avant-garde française années 1. Et bon, on discutait. Et ça, c'est quand même des catégories jusqu'à l'art romantique et la peinture romantique. C'est pour ça que je ne suis pas non plus d'accord pour prendre comme argent comptant d'autres grandes catégories essentielles à la compréhension de l'art, comme le baroque. Il faut tout définir, comme le baroque, comme le romantisme, etc. Où certains arts se développent plus que d'autres. Donc, dans ce chapitre suivant, je me propose d'examiner les mouvements artistiques qui, utilisant la liberté offerte par la fragmentation de l'image perçue, créent des formes artistiques relevant de l'imaginaire ou du fantastique. Voilà. Donc futuriste, dada, surréalisme. Un des traits caractéristiques des deux mouvements a été le rôle très important qu'ont joué dans l'élaboration des polémistes venus de la poésie ou de la littérature. Pour ce qui est effectivement des trois, ce sont les littéraires qui ont du mouvement, on le sait bien. Et donc, ce que je voulais voir, est-ce que j'ai gardé la page? Par exemple, voilà, Picasso lui-même, pour revenir à une définition intrapicturale, définit le cubisme comme un art s'occupant avant tout des formes, donc je cite c'est lui, et lorsqu'une forme est réalisée, elle est là pour vivre sa vie propre. Voilà. Donc le cubisme, est-ce que j'ai le passage précis que j'ai souvent utilisé? Il disait que le cubisme restait dans les limites de la peinture, malgré l'inclusion de matériaux différents. Le fameux collage, ça ne changeait pas fondamentalement le travail pictural, puisque le collage se comprend comme des accents dans la composition, comme un renforcement de la place. C'est toujours des plaques qui sont posées. Et donc effectivement, quand on fait un collage de journal ou de papier peint, on renforce la plaque. C'est pas seulement pour casser une représentation antérieure, mais pour faire tenir une composition déjà elle-même très très avancée dans une déstructuration. Enfin, en fait, dans une géométrisation. Le cubisme, ce n'est que la géométrisation maximale de la forme. Une géométrisation. Ah oui. Le cubisme, c'est la géométrisation, parce qu'on a dit que c'était la 4e dimension, on a fait intervenir des savoirs parallèles, et là aussi, il faut ouvrir le débat sur l'utilisation, pour comprendre le monde de l'art du XXe siècle, en particulier de l'art contemporain, des savoirs qui sont développés, et les savoirs les plus prestigieux, celui des sciences. Beaucoup ont interprété, par exemple, l'émergence et l'apparition de l'abstraction par une préscience, en fin de compte, d'un monde microscopique, ou au contraire la 4e dimension, ce qui est pour moi une absurdité, ça n'a strictement rien à voir. Et c'est bizarrement justifié des inventions plastiques par quelque chose de bien réel, d'un seul coup, bien représentatif. D'autant plus que, même si on peut trouver, bien évidemment, des analogies et des sources d'inspiration, parfois, pour les abstraits dans des coupes géologiques qui sont splendides, tout le monde a pu les voir, on ne trouvera pas tout quand même, hein, c'est pas le but là encore, c'est pas la recherche, qu'il y ait des analogies. C'est très bien, formel, entre ce qui existe dans la nature et que l'œil humain n'avait pas vu jusque-là, et la recherche des peintres, tant mieux. Mais encore une fois, je ne crois pas que ce soit un éclairage pour comprendre la recherche formelle. Or, les savoirs sont vraiment invoqués régulièrement, tous les savoirs, pour comprendre le monde d'une recherche picturale. Alors, bon, je ne l'ai pas complètement ici.
Alors l'art romantique, je pourrais l'indiquer. Ce que je peux indiquer aussi, c'est le fameux art des bonnes causes, que j'ai parlé comme ça, c'est-à-dire qu'on voit que l'art contemporain aujourd'hui ne peut être motivé que par, comment dirais-je, une recherche d'accomplissement dans la société. Après le geste presque fonctionnel d'une subversion et d'un décloisonnement de ce qui limitait l'expression du corps, l'expression de la pensée, l'expression sexuelle. En définitive, on en a oublié l'expression plastique, pour en parler, qui était pourtant le principal objectif des peintres dans la construction de leur champ artistique, leur champ autonome quand même, institutionnellement ils ont dû se battre pour avoir un espace de liberté, des salons, ne plus avoir de commanditaires prescriptifs, donc pas d'église, pas d'État, et pas de marché dans le mur du possible, tout en pouvant vendre quand même, éventuellement, mais il n'était plus question de servir un ordre quel qu'il soit, si tant est que les peintres et les sculpteurs avaient suivi un ordre. Et donc, cette liberté-là, d'un seul coup, a été confisquée en un second temps, puisqu'on a réinjecté des causes. L'impressionniste n'a rempli aucune cause particulière. Et la cause, c'est la cause quand même d'une révolution, par exemple, au XXe siècle. Le dadaïsme s'est voulu révolutionnaire en termes de mœurs, en termes politiques, notamment à Berlin. Il y a eu vraiment des liens très très forts avec les surréalismes aussi, il s'agissait de changer la vie. Le mot d'ordre de l'art contemporain est grand curieux, bien sûr, d'un art a tout à fait raison de le projeter, mais ce n'est pas l'objectif de celui qui va travailler son monde de sensibilité, parce que c'est plutôt un travail de laboratoire, là. Et l'art des bonnes causes, c'est l'artiste chinois Wei Wei, qui est un néo-dadaïste en fait, il fait des installations pour faire avancer la démocratie dans son pays, mais du coup il ne fait pas avancer l'histoire des formes, pour en parler, c'est-à-dire qu'il n'invente pas un canon plastique comme ses ancêtres ont pu en inventer pendant des siècles en Chine, ou comme en France et en Occident, on a pu, jusqu'à Giacometti, jusqu'à Bacon, faire une tête humaine qu'on n'avait jamais eue, une tête nouvelle. Beuys n'invente pas de tête de ce point de vue-là. Donc y faire, on peut en débattre, mais ça serait tendre artificiellement le débat. On s'offrira cette discussion sur qui faire, qui est assez plantatif, hein, que je le considère comme un artiste conceptuel, et je dirais ce que j'entends par là. Artiste conceptuel, tout ce qui n'est pas dominé par les rapports plastiques, que Braque, que Cézanne recherchaient, ils mettaient en avant le rapport plastique, Cézanne, et non la subversion, et non le service d'une cause, d'un art engagé, d'une expérimentation dans la vie. Dans la vie, ce n'était pas un projet, donc ce n'était pas une utopie, ce n'est pas un amour de l'humanité particulier, même s'il émane de l'art, bien évidemment, tout cela, certainement, des possibilités de vie autres, des rencontres, bien évidemment. Mais lorsque j'ironise, moi, sur l'opposition que je suis en train de construire entre la passerelle, j'allais dire, les fameux passages, qui deviennent des passerelles, qui deviennent des ponts entre art et non-art chez René, mais chez Walter Benjamin, parce que j'ai repéré l'impasse des peintres dans le quartier où les passages sont apparus. L'impasse des peintres, puis j'ai dit, ouais, l'impasse des peintres est beaucoup plus présente qu'on pouvait le croire. Il y a une impasse des peintres historique, mais ça remonte au Moyen-Âge. C'est un carrefour de la rue Saint-Denis et de la rue Rambuteau, je crois. Pas Rambuteau, attends, pas de bêtises, ou Barcel. Barcel, donc c'est. Comment Étienne Marcel Étienne Marcel, oui, c'est tout près d'une des plus célèbres, et la première, je crois, en date des passages, enfin, passage du Caire, qui est une invention de Napoléon au retour de sa campagne d'Égypte, parce qu'il voulait reconstituer les souks. On l'oublie un peu, on l'oublie même complètement, parce que je ne suis pas sûr que Benjamin en parle dans ces termes-là. Donc il y a quand même une histoire, là pour le coup, d'espace particulier voulu par celui qui allait devenir un empereur. Je ne sais pas quoi il a donné l'ordre de le faire, et c'est devenu donc une forme, effectivement, architecturale particulière, d'espace, et puis ensuite une forme poétique, modèle de possibilité de rencontre, de flânerie pour le poète, et ensuite le poète surréaliste, et même le situationniste. Mais jamais pour le peintre, pratiquement jamais. Le peintre ne s'est pas intéressé à la vitrine, rarement, à l'objet mystérieux dans une vitrine. C'est pour ça que je me suis amusé avec la place des peintres, parce que il y a eu des impasses qu'on ne connaissait pas, occupées par Nicolas de Staël, peintre s'il en est pour moi, en tout cas un des plus grands du XXe siècle. Alors quelle rue Guégan, je crois. Guégan, donc dans le 14e, donc Montparnasse en fait, près de l'autre impasse que je connaissais, qui elle a été construite par Malès Stevens, donc elle a été conçue comme telle, une rue privée, enfin quand même, et pour des ateliers d'artistes. Et lui, juste à côté, c'est également une sorte d'atelier moderne, c'est pas la réalisation d'un atelier d'artisan qu'on sait dans les passages,
Là c'est vraiment une impasse, donc 2 impasses, ça fait beaucoup. Et puis, ma grande surprise, je crois que c'est dans quelle ville? Je crois que c'est au Havre, ou une autre ville, où Nicolas de Staël a vécu. Il y a une impasse de Staël. Donc là, c'est formidable. Donc, si tu veux, tout se passe comme si l'impasse picturale devenait une autre catégorie esthétique, en opposition au passage, qui est indispensable, en fin de compte, à la compréhension art contemporain de l'art. Parce que c'est le mouvement, c'est la circulation, c'est le déplacement. Cet art contemporain doit investir la société de manière ou d'une autre, doit être dans des espaces publics. Il n'est pas un art de laboratoire, jamais. C'est un art de spectacle et un art de représentation au sens du spectacle lui-même, c'est-à-dire d'un affichage, d'un investissement public, d'une occupation de lieu, d'un projet réalisé avec différents pouvoirs ou contre les pouvoirs. Mais ce n'est en aucun cas ce petit travail de laboratoire dans l'atelier, qui peut pourtant être révolutionnaire comme on sait, comme le cubisme, de peintre seulement. Et donc pour faire une révolution picturale, il n'y a pas besoin effectivement d'un rapport de masse, comme ça peut se développer à côté sur la psychologie de Freud. Ce n'est pas là que ça se situe. En un second temps, il y aura un impact de masse. Mais au départ, c'est vraiment un travail de laboratoire. Ce sont les minorités qui font avancer les choses. Alors, on peut toujours dire que ça se présente comme minorité, mais là c'est minorité parmi les minorités, parce que c'est quelques peintres parmi d'autres. Non pas que ce soit un élitisme absolu, mais c'est une création quand même qui s'est faite dans des conditions qui ne sont pas des minorités, comment dirais-je, de rencontre. Il y en a quelques-unes évidemment. Il y avait des lieux comme les cafés ou les poètes là, mais c'était plus des gens qui vivaient dans un espace de vie, de bohème. On a la fameuse exposition à Orsay sur les courtisanes, les prostituées, etc. On a été voir, qui est très belle en soi, mais qui est typique de ce qu'on fait aujourd'hui, qui est assez thématique, très historique. Les historiens, eux, finissent par s'exprimer pleinement. Heureusement, on a évidemment les peintres, quand même, puisque c'est le point de départ, c'est les peintres, enfin, dans les lieux de maison close. Mais quand on voit la puissance plastique de certains tableaux que j'avais jamais vus, parce qu'ils viennent de l'étranger, ceux-là, comme ceux de Toulouse-Lautrec, essentiellement, dont l'un a servi à l'affiche même de l'exposition, on a une puissance plastique qui est tout autre que ce qu'on peut voir dans les photographies, justement, où même si elles ne sont pas en couleur, on voit très bien que ce n'est pas le même monde, en réalité, paradoxalement. C'est à la fois ce monde-là, qui était un monde de vie et de rencontre, mais qui en définitive, n'a pas en soi, comment dirais-je, parce qu'on ne le ressent plus du tout comme ça d'ailleurs maintenant, peut-être parce que notre œil et notre tolérance a évolué, mais on ne sent pas une mauvaise vie, entre guillemets, émanée de Lautrec, et au contraire, évidemment, une humanité extraordinaire, une fraîcheur, mais une puissance plastique, parce qu'il a des canons, il a inventé des types de formes. Voilà, la goulue, il a toujours été épais, donc ça n'a rien à voir en plus avec la nature plastique de ces modèles. Donc il avait en lui déjà une recherche de canon précise. Le fameux mouvement, le mouvement il est toujours pictural, c'est pas un mouvement que les futuristes vont chercher jusqu'à sortir de la peinture, en faisant la guerre. Il parle toujours de mouvement, parce que le mouvement, René, c'est le mouvement entré dans la danse. C'est les bandes dont parle Perrier, c'est-à-dire en fin de compte la vie. On va vivre ensemble. Mais le peintre n'a pas besoin de vivre ensemble, je pense qu'il ne comprend pas. C'est pas un art de vivre ensemble. Il faut s'isoler. L'écrivain aussi connaît un peu ça, il est malhonnête. Il faut qu'il s'isole pour créer. Donc le moment de la création est un moment de rupture avec la vie. La vie d'abord commune, et ensuite une certaine forme de vie pour le peintre, puisqu'il ne faut pas se laisser prendre par les représentations. Il faut mettre entre parenthèses ce qu'une forme désigne, pour voir et se laisser prendre par le monde des sensations picturales. La sensation picturale, ça n'a strictement rien à voir avec un sentiment, avec une intention, avec une idée. La sensation, c'est quelque chose qu'il faut réaliser, disait Cézanne, et on n'a pas compris ce que ça voulait dire. La réaliser dans son œil, la réaliser en percevant les choses, et la réaliser en la faisant dans le tableau, bien sûr, ou en la voyant dans le tableau d'un autre. Or, la réaliser, ça veut dire aussi sentir ce qu'il appelle, lui, les rapports justes. Peindre, c'est établir des rapports justes, donc des rapports équilibrés. Et c'est ce rapport équilibré que Matisse a indiqué comme un des grands critères plastiques pour voir une peinture en toutes circonstances. Il l'a indiqué à Aragon. Aragon, dans son livre, c'est un des rares livres qui parle de peinture, vraiment, chez un écrivain. On a aussi La tête d'obsidienne, conversation de Malraux et Picasso, où là on voit très très bien comment des messages picturaux ont été enregistrés par les écrivains qui ne cherchaient plus, ne cherchaient pas encore à recouvrir ce discours-là par d'autres intentions. Là, au contraire, il n'y a pas de biographie, pas de bibliographie, il n'y a pas de référence livresse particulière. Et il y a toujours le message du peintre solitaire qui invite à regarder la peinture d'une certaine manière. Et c'est simplement sentir un équilibre, disait Matisse. Regardez toujours l'équilibre dans le tableau. Alors il a essayé de faire ça, Aragon.
devant n'importe quel tableau, essayer de sortir, et des tableaux les plus figurés, notamment des tableaux de Halle, qui représentaient, je ne sais plus quelle scène mythologique, qu'est-ce que c'était comme thème, un thème de dragon aussi, avec, je crois que c'est Persée et Andromède. Persée et Andromède de Halle, c'est un problème d'équilibre plastique, c'est pas un problème de représentation de mythe. Et il le dit très bien, là encore, je ne sais pas si on l'a ici, Picasso, je crois qu'il le dit ici, c'était cité par Margot, une conversation avec Jean Clair. Voilà. C'est extraordinaire, il invente une mythologie purement picturale, certaine manière, ou sculpturale. Il y a eu un petit bonhomme des Cyclades, il parle de petit bonhomme maître des formes, à travers les siècles. Il y en a 2 par siècle, mais c'est toujours le même. Il demandait d'ailleurs à Jean Clair, mais en fin de compte, pour eux, c'est quoi la métempsychose, la réincarnation? Ils n'y connaissent rien, par rapport à l'art, ils ne connaissent rien, les Indiens. Non, c'est toujours le même petit bonhomme qui revient à travers les siècles pour lui. Maître des formes, il l'appelle. Donc il invente un mythe, comme Platon, maître des formes, Picasso. Il y a en effet un petit bonhomme des Cyclades. Il a voulu faire ses sculptures épatantes, comme ça, non? Exactement comme ça. Il croyait faire une grande déesse, je ne sais quoi. Hein? Il a fait ça. Et moi, à Paris, je sais ce qu'il a voulu faire. Donc, 2000 ans, 2500 ans après, hein, les Cyclades, c'est quasiment préhistorique, c'est néolithique. Il a fait ça, voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Bah, le dieu, la sculpture. Il ne reste rien de sa vie, rien de ces espèces de dieux, rien de rien, rien. Mais il reste ça, parce qu'il a voulu faire une sculpture. C'est pas la même intention. On pourra en parler d'ailleurs, il y a une intention plastique qui n'est pas l'intention mythique, qui n'est pas l'intention même d'art. Le Kunstwollen n'est peut-être pas le Plastikvollen. Kunstwollen, il faudra le théoriser à l'intérieur du Plastikvollen. Donc moi, je propose des redécoupages dans les grandes intentions artistiques, et dans les grandes théories des intentions artistiques, ou des finalités. Voilà encore une thèse qui distingue très nettement. Alors, on a par exemple comme référence formaliste, je devrais par exemple de l'autre côté, j'avais mis ici, donc fête foraine, cabaret, parce que le cabaret était très important pour mélanger ça, c'était un lieu de rencontre des artistes, etc. Donc caviculosité, donc dadaïsme, surréaliste, Duchamp, les 3, Fluxus, ensuite Popard, et à gauche, vous pouvez mettre des théoriciens de la forme, donc il y a Wölfflin, il y a Clément Greenberg, alors il faudra voir quand Clément Greenberg, malheureusement, a une théorie qui s'est retournée contre lui, Wölfflin, Clément Greenberg, et Mondrian, par exemple, et Matisse, bien sûr, et tous les peintres qui ont parlé de forme. Mondrian parlant de plastique pur, mais comme un abstrait, c'est-à-dire qu'il fallait libérer la plastique pure de la forme limitée. J'avais fait une intervention là-dessus, mais puis on reconnaissait que la peinture pure existait quand même, mais elle était limitée à la forme individuelle. Il fallait plutôt une plastique universelle, qui passe d'un corps à l'autre, pour le coup, et qui se voit comme plastique et non pas comme représentation, donc forme limitée. Et ça, c'est malheureusement le mauvais apport théorique, pas stylistique, mais théorique des abstraits, qui se sont appropriés le regard abstrait qui lui a toujours existé. C'est-à-dire que tout peintre voyait abstraitement, on ne pouvait pas le dire, sinon à travers de ce que j'appelle moi des plastophanies, donc des discours où la plastique pure s'exprime, mais dans la poésie, dans des dialogues, à la Renaissance, dans l'Antiquité. Et là, il faut vraiment faire le tri, c'est pas du tout facile. Là, on le voit mieux ici, les plastophanies, avec justement Matisse, parce que les peintres commencent à théoriser, mais ne sont pas non plus des techniciens du concept, donc le mot expression, il va falloir le défendre chez Matisse pour pas qu'il soit recouvert par d'autres notions, y compris celle de Deleuze, parce que l'expression sur Deleuze, ce n'est pas celle-là, c'est pas l'expression selon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Puisque la vie est censée traverser, circuler. Et moi, je suis quand même pour remarquer qu'il y a des coupures aussi dans la machine célibataire, la machine désirante. La peinture est peut-être une machine plastique, mais elle va couper les flux. Elle va les couper avec la poésie, par exemple. Donc on peut présenter les choses en termes un peu deleuziens, un peu. Voilà, mais ça ne sera pas la même machine. C'est une machine qui n'aurait pas tout à fait plu non plus à Deleuze, mais qui, en fin de compte, pourrait plaire avec le peintre avec qui il avait discuté. J'en ai porté témoignage. Fromanger, puisque Fromanger a fait découvrir un accord de chaude, de taille chaude et froide, et lui-même on a fait tout un discours après, malheureusement, un peu conceptuel dans un second temps, mais il a été mis quand même en contact avec une sensation plastique, il l'a un peu reconnu, c'est ça que je voulais pointer. Alors, évidemment, ça avait fait des mauvais effets d'une première intervention ici, mais il fallait quand même dire en quoi le figural n'était peut-être pas l'alpha et l'oméga pour comprendre la peinture, y compris chez Bacon, parce que c'est toute la question du diagramme, on en fait une théorie généralisée, là, ici, avec un grand spécialiste de Deleuze, Éric Agnès. Le diagramme, comme le dispositif,
comme le figural aussi. Il y a 3-4 concepts. L'écart, l'inframince sont des concepts, alors là, qu'on peut mettre de ce côté-là aussi, avec l'art contemporain, pour comprendre effectivement tout ce qui se passe dans cet art-là, dans la mesure où l'écart, évidemment, le grand écart, c'est une notion fourriériste qui devrait au contraire plaire. Ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Bon, mais j'arrive à intervenir. René n'est pas là, il est malade. Ah oui? Bien, mais j'assure le cours pendant quelques temps, ce sera beaucoup plus court. Hein. Quelle heure est-il? 16h. 16h, bon, encore un petit quart d'heure. Tu vas bientôt partir, toi. Parce que on va bientôt s'arrêter, mais j'ai posé un peu les choses. T'as rien pour écrire sur le mur, toi, Sur le mur? sur le tableau? De quoi? Bah, un feutre ou un truc. Non, du tout. Bon, tant pis. Je ferai ça une autre fois, parce que là justement, je suis assez clair quand même. Hein. Oui, moi, je t'écoute, mais je capte le quart de ce que tu, Voilà, ce que tu c'est dis. corrigé du coup. Parce que je finis par me dire qu'il faut être peintre. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un qui manie le pinceau, qui manie le crayon sur une feuille pour comprendre les catégories que tu fais. Parce que moi, en tant que spectateur de toile, j'ai pas tout ça dans la tête. Pas du tout. Oui, c'est une question d'éducation et de formation. Pas du tout. Bon. Et j'ai pas. Parce que la sensation, je me disais à un moment donné, tu parlais de la sensation, et ça, je me disais, mais effectivement, si je suis en train de répéter une pièce de théâtre, en train de la jouer, je suis effectivement dans la sensation du pratiquant, celui qui pratique et celui qui est en train de faire quelque chose et qui est en train de chercher à faire évoluer le geste habituel au théâtre et chercher à le dire. Le travail de l'intérieur, la forme théâtrale elle-même. Voilà. Avec son jeu, avec son jeu, voilà. sa Là, gestuelle. j'arrive à le comprendre en tant que mec sur la scène en train de jouer. Oui. Mais en tant que spectateur, je vais être effectivement sensible par la nouvelle forme. Tu peux y entrer plus facilement qu'en peinture, Voilà. La théâtralité est plus accessible. Même à la peinture, je vais être sensible par la forme proposée, en me disant tiens, mais je n'ai jamais vu cette forme. Et tiens, mais elle raconte pareil, elle raconte mieux, voire pareil, voire mieux. Voilà. Et je vais garder en mémoire, en tant que spectateur, de savoir que la chose telle qu'elle est dite, elle peut se dire aussi comme ça. Voilà. Ça, je vais le garder. Mais je vais m'arrêter là, moi, en tant que spectateur. Je vais pas aller... Alors après, quand tu me parles de... Parce qu'à un moment donné, j'ai juste envie de te poser la question, mais aujourd'hui, parce que, effectivement, les arts contemporains, la peinture contemporaine, j'ai presque envie de me dire, mais ça vient de... Et après, c'est faux, ça vient de la création du centre Beaubourg. Centre Beaubourg, c'est quoi Beaubourg? Non, mais Beaubourg, c'est quoi? C'est la muséification de la chose contemporaine. En partie, oui. Donc, ce qui veut dire que il a fallu créer un fonds. Donc, qui sont tous ces gens qui ont créé ce fonds? Comment dire ça? Comment s'est construite cette idée? Comment s'est construite cette idée qu'il fallait que la nation, elle est un lieu de la peinture d'aujourd'hui, et avant d'avoir le lieu, d'avoir fait collection de cette peinture d'aujourd'hui et d'en faire un stockage, de façon à se souvenir que ça a existé, que ça existe, que c'est là. Voilà. Et je me dis, tiens, il y a Beaubourg qui peut être le point de Mais Beaubourg est une vraie question. Il faudrait avec un texte très fort. Ce qui m'a intéressé aussi, tu dis, ils étaient à cette époque de fauvisme, impressionnisme, dadaïsme, même cubisme avant. et cubisme, dadaïsme et surréalisme, ils étaient libérés de la puissance financière, c'est-à-dire du mécène.
en partie. Mais alors, ça a été ça a été une époque très. On peut dire ça, tout à fait. Ça a été une époque très courte, parce que pour moi, dans mon imaginaire, on passe Tu as raison. du mécénat d'église au mécénat de la noblesse, puis au mécénat de la République. Oui, mais la République était passée à côté de l'art louis-blanc. Voilà, l'impressionniste avait échappé, justement. Je n'avais pas du tout dans ma tête un moment de liberté totale. Bah, de fait, puisque les peintres ayant perdu, ça s'est produit plus en France qu'ailleurs, le mécénat de l'Ancien Régime ayant disparu du jour au lendemain, avec la Révolution française, il ne s'est jamais complètement rétabli avec la Restauration. Et donc on a expliqué voilà, le phénomène du dandysme, comme justement cet artiste en déshérence. Mais le peintre lui-même, peut-être plus que le dandy, qui est plus poète, va se retrouver progressivement. Il a pu encore, avec notamment le régime napoléonien, mais quelques commandes de bataille, quelques commandes de l'Église, l'instauration de la croix, enfin, progressivement, un hiatus s'est produit, puisque la peinture s'est libérée dans sa matérialité, mais aussi le peintre n'étant pas automatiquement protégé par, comment dirais-je, comment ça s'appelle, ce qui avait été justement aboli par la Révolution française. Je ne trouve pas le terme, on en parle encore pour les chauffeurs de taxi aujourd'hui. On parle d'une profession qui se protège elle-même. Corporation. Voilà, les corporations sont censées avoir disparu. Oui, mais les corporations en peinture c'était très important, puisqu'il y avait un monopole de la pratique pour recevoir la commande. Donc il fallait avoir, il y avait un guide de Saint-Luc, il fallait avoir l'autorisation. Donc on passait par des cadres très institutionnalisés en définitive, mais qui était la corporation. La corporation disparaissant, le peintre pouvait crever, pouvait être fin, effectivement. Il n'était pas autorisé à réclamer une commande. Donc effectivement, cette liberté-là, mais je ne pensais pas à une liberté aussi économique, je pensais à une liberté spirituelle, mais les deux étant liés, qui ont amené le peintre en même temps, parallèlement, par cet espace bourgeois déchristianisé en partie, dans la liberté du sujet et dans la liberté de la pratique. Parce que le peintre pouvait plus facilement s'intéresser à quelque chose qui effectivement n'avait pas de sens, entre guillemets, en tout cas qui était méprisé, et c'est pas parce qu'il était méprisé que ce paysage allait l'inspirer, celui d'une petite ferme, d'une ruralité, d'une pauvreté en définitive, qui aujourd'hui nous paraît pleine de charme et qui à l'époque était en fin de compte très médiocre, bizarre et surtout pouvait d'autant plus laisser effacé par les jeux de lumière, les fameux jeux de lumière d'impressionniste, en tout cas toute une picturalité que la peinture impressionniste va mettre en évidence par un sujet pauvre, en référence allégorique, pauvre en grand sujet symbolique, pauvre donc en référence historique, mythologique, religieuse, c'est ça que je voulais dire. Et donc un espace de création et au fond aussi d'expression complètement différente, plus formelle d'un seul coup. Ils ont choqué par leur formalisme en définitive là aussi, puisque la touche a crevé les yeux des spectateurs au premier temps, elle était trop prégnante, trop visible. La touche et la couleur, cette fragmentation de la vision a choqué. Et puis, du coup, il y a eu des effets sémantiques, bien sûr, une vulgarité, une grossièreté dans l'implantation des corps, involontaire, absolument pas chargé et recherché comme tel. Mais cet espace-là a été remis au pas, à mon avis, par la réintroduction de la littérature, du chant lui-même. C'est inspiré ouvertement de la littérature contre la peinture. Ça a été aussi son deuxième geste. Raymond Roussel l'a inspiré. Raymond Roussel, donc, qui est un écrivain extraordinaire de ce point de vue-là. Donc cet homme rigissime qui a monté des spectacles à partir de ses romans, mais ces romans sont déjà des installations à n'en plus finir. Impression d'Afrique, c'est, comment dirais-je, la description d'une fête foraine digne de la plus grande exposition d'art contemporain. On voit des choses extraordinaires, comme le corps d'une femme habillée en plus ou moins soldat, comme ça, dans une petite guérite, mais un peu en cyborg, un peu opéré, donc il y a la chair qui fonctionne avec une machine, enfin on comprend pas très bien tout de suite. On a la tête de Kant en sculpture, enfin, qui s'illumine, il faut taper dessus, donc il y a un point mécanique. Donc là, d'ailleurs, je me donne que ça n'a pas été mis en scène, parce que franchement, là, on a peut-être le sommet de l'installation, mais c'est un écrivain qui l'avait imaginé. Et ça a inspiré directement du chant. Les machines célibataires, elles sont là, plus qu'ailleurs. Et imaginez beaucoup de choses. Moi, je préfère d'ailleurs l'art contemporain, quelque part, Raymond Roussel, qui est le grand créateur de l'art contemporain, comme matrice littéraire aussi, mais là, je citerai des romantiques allemands, leur regard est déjà celui-là, il n'est pas pictural. Alors, Duchamp a été impressionné, justement, c'est le cas de le dire, par l'impression d'Afrique, mis en scène au théâtre, par Raymond Roussel,
Et donc il a vu une machine célibataire, il a vu la mariée déshabillée, il s'est inspiré directement de ça, pour faire ses premières œuvres, notamment le grand-père. Il s'en est réclamé ouvertement contre la peinture, qui elle était trop olfactive, trop bête, trop rétinienne. Évidemment, le peintre n'était plus du tout intéressé par les discours, il ne cherchait même pas à être lettré, comme ça pouvait être le cas encore à l'époque romantique, comme ça le sera par la suite. Ce n'était pas des imbéciles, mais au fond, la discussion l'intéressait beaucoup. Freud en était témoin d'ailleurs, si je vais parler de Freud et des arts, il avait des discussions avec les peintres et il en a recueilli quand même quelques phrases, quelques propos, donnés dans une lettre importante à Ernst Jones, en disant mais ces artistes ne s'intéressent pas aux significations. Ils cherchaient à interpréter lui le temps du tableau. Ce sont des tenants du principe de plaisir. Ils ne s'intéressent qu'aux lignes, à l'accord des contours. Donc lui-même avait senti que ces gens-là, ils sont dans la sensation plastique, dans un plaisir de sensation. Ils traitent la matière. Hein. Oui, maintenant j'ai posé la question à Lyotard, il me dit mais non, ça c'est du sublime, donc il n'a pas compris directement. Pour lui, c'était pas ça. Alors c'est bien mieux que le figural. Pour un type comme Freud, qui prétendait au fond être assez peu réceptif à l'art, c'est assez extraordinaire de la part de Freud. Il y a une vraie modestie chez certains génies de la pensée qu'on ne trouve pas toujours chez tous les philosophes. En plus, il n'était pas philosophe, lui. Il reconnaissait ne pas être sensible à la musique, ce qui est quand même exceptionnel, alors qu'on a eu beaucoup plus qu'on croit, mais lui le disait. Et puis, du coup, il n'avait rien à dire. Par contre, sur la peinture et la sculpture, il a dit des choses, mais tout en connaissant, reconnaissant qu'il n'avait pas les outils pour en parler véritablement, et que ce n'était pas la peinture que les peintres cherchaient à exprimer qui l'intéressait vraiment. Et pourtant, cette phrase-là m'a paru plus lumineuse que bien d'autres propositions émanant des textes des... Tout d'un coup, j'ai la pensée à... Tu sais, je suis allé voir l'exposition Lucien Clerc ici. Oui, j'ai pas vu. Elle est très belle, oui. C'est très belle, j'imagine, parce que j'ai bien aimé. Moi, j'ai le bouquin des femmes avec les vagues. Ça, c'est je trouve que le plus beau là-dedans, parce que c'est vrai que je connaissais déjà les photos d'images, les photos de... On les connaît toutes. Mais c'est les témoignages, les vidéos des témoignages de son grand copain. Il y a une vidéo de son grand copain qui raconte, et une vidéo de sa modèle. Ah oui. Sa modèle qui disait, moi ce que j'aimais c'est participer. Bien sûr. Et elle raconte comment elle le dit, pendant qu'il faisait la sieste, je ne sais pas, qu'il était en train de réfléchir. Moi je vivais, je préparais à manger, je faisais ceci. Et c'est parce qu'il me voyait que tout. Ah, bien sûr. Ouais. Ah, c'est important cet aspect-là, bien Voilà. sûr. Non, mais c'est comme Bonnard avec sa femme. Voilà. Je sais que Bonnard avec sa femme, il avait sa femme sous la main. Bon, elle vivait avec lui. voilà. Quand sa femme est morte, c'est Je suis très sensible à ça, à cette façon. Parce que je l'ai vécu avec Gatti, moi. Moi, je me souviens d'une séance avec Gatti. Ça a duré 10 jours. On se faisait chier. Parce qu'on avait le créateur. Nous, on était les acteurs. Et moi, je disais, il nous faut faire de l'occupationnel. Il nous faut faire de l'occupationnel, là. C'est de l'occupationnel qu'on fait. Parce que je sentais très bien que mon artiste, là, il ne savait plus où il était perdu. Il était perdu dans sa création. Il n'arrivait pas à trouver le bon goût. Et il ne partait pas de vous en même temps. Il ne faisait pas participer à la création. Alors, comment? Il ne s'inspirait pas assez de vous aussi. Si, mais justement. Mais il ne savait plus. À ce moment-là, il ne savait plus. Alors, il nous faisait répéter une scène qui était nulle, mais nulle de chez nulle. Et 10 jours, on a répété une connerie nulle, parce qu'on avait notre créateur qui était bloqué. Bloqué. Voilà. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant à vivre. Oui, c'est passionnant à se rendre compte. C'est passionnant à... Mais vivre la création, ce n'est pas créer toujours, et ce n'est pas l'objet de la création. Là, c'est toute la question. Moi, je posais la question très littéraire aussi, en esthétique, à savoir le processus créatif que dénonce Agamben d'ailleurs, devenu l'être-œuvre. C'est ça en réalité, c'est la dimension poétique. L'instauration de l'œuvre, on a même fondé une science. D'après Valéry, bon, je balance encore plein de matériaux, mais il faut les mettre en place. À René, il faut qu'on classe toutes ces choses-là. Je ne les invente pas, parce que évidemment, je les mets un peu en scène, mais la poétique a voulu se substituer à l'esthétique. C'était un grand projet de René Passeron, là encore une fois. Et ça a échoué visiblement, mais c'était une approche très historique, puisqu'il va s'intéresser, à ce que tu me dis du coup, à la vie de la création. Et la vie de la création, on l'oublie, c'est ce qu'a voulu intégrer le dadaïsme. Mais pourquoi? Parce que l'approche littéraire, parce que pour moi c'est une approche littéraire ou théâtrale de la... est une approche toujours inspirée de la vie, presque toujours. Là. On sait bien que les écrivains sont des cannibales, auxquels on peut toujours reprocher des vols de vie.
il l'insulte comme tel. Et le peintre lui-même, c'est pas tellement ça. Bon, à une époque, il aurait pu prendre telle tête, tel œil, tel malin. Il ne va pas vous prendre votre vie pas de la même manière, en tout cas. Et surtout aujourd'hui. Alors que l'écrivain, toujours. L'écrivain s'inspire toujours de la vie, mais ça veut dire que la vie a plus d'importance, y compris son processus de création. Parce que ce processus de création va être inclus dans l'œuvre, achevé quand même, donc être œuvre, mais dans l'être œuvre, on va avoir un processus de vie intégré, ce que j'appelle moi l'éthique de la création. Cette éthique de la création est une morale artistique, une morale de vie, qui est un échéisme d'acte, partagé, à fourrier, tout ce que vous voulez, mais qui en définitive se veut ensuite art contemporain, mais sorti de la peinture et des arts plus formels, où en fin de compte on ne va pas traverser la toile avec son corps, même si ça a été fait, hein, là, on l'a fait au Japon, on l'a fait, bon. Mais ça n'est pas en traversant la toile, ou même la fiction de la toile, en imaginant par des procédés de synthèse, d'animation d'image, on sera plus dans l'œuvre picturale, pour autant la peinture est à côté justement. C'est un autre écart. Et donc on peut participer bien sûr à la vie de la création, surtout si c'est une œuvre collective comme autrefois, une grande fresque avec beaucoup d'intervenants. Mais c'est pas ça qui va constituer le plaisir artistique qui restera dans l'œuvre. Donc le plaisir de partage de la création, c'est effectivement une des choses qu'il faudrait développer, mais qui a faussé complètement l'approche de l'art, puisque évidemment ce qui a été créé à Paris 8 et à Paris 1, en établissant donc l'enseignement des arts plastiques à l'université, c'est un partage de vie. C'est pour ça que René y reste attaché. C'est cette grande communication en 68, tout le monde parlait à tout le monde, et tout le monde avait envie de vivre avec tout le monde. Donc une expérience communautaire, mais une expérience communautaire, ça n'est pas de l'art. Ça peut l'être. Oui, mais attends, ça l'était. C'était même l'art par excellence. Le mot mort des Beaux-Arts, c'est une question qui est posée par donc ce Jean Gallard pour penser au désœuvrement salutaire d'un espace de vie commune, là encore, de participation. Parce qu'on considérait que l'artisticité, c'est justement ça. Si on dirait vivre ensemble, ça sonne bizarrement maintenant. Mais c'est une expression qu'on n'utilisait justement pas, mais être avec les autres, rencontrer, discuter, c'était presque évident. Refaire le monde, qui est devenu péjoratif, mais cette expression-là, on ne l'utilisait pas, on discutait vraiment de tout. Donc un esprit révolutionnaire, un esprit de vie, de communauté, la vie en communauté comme projet artistique majeur. Voilà. Mais c'était absolument, où tous les arts peuvent être là. Donc la fameuse notion d'art total que je m'ingénie à distinguer en son sein à travers 3-4 autres exceptions, hein, l'art total là aussi. L'art total, il y a deux arts total comme art romantique wagnérien, un art de spectacle, ou un art littéraire, l'absolu littéraire de Georges Nancy, l'absolu littéraire, c'est l'absolu littéraire des Allemands, hein, donc un grand projet d'une synthèse philosophico-littéraire de la création, mais la peinture ne s'y trouve pas plus que ça. En tout cas, la grande peinture ne se situe pas, à mon avis, là. Donc la question de la peinture romantique par rapport au projet d'un art total romantique, qui, à mon avis, se situe dans la généalogie, donc je ne peux pas tracer, mais je réécrirai un de ces jours, je fasse un tableau la prochaine fois, au moins, avec toutes les références. Ça a donné quand même Wagner en partie, bien sûr, mais Wagner c'est un musicien, donc il est au service d'un art intéressé par une forme d'expression qui a besoin des autres arts. Les arts du spectacle ont presque toujours besoin des autres arts. Le peintre, pas spécialement intéressé, il peut y participer. Enfin, la peinture n'a jamais avancé en collaborant avec un musicien. Et en plus, il n'en a pas besoin. C'est vraiment pas. L'homme de théâtre, si, il a besoin du costumier, il a besoin d'un décor en trompe-l'œil éventuellement, il a besoin de tout ça. Et les grands spectacles modernes qui ont fait date au XXe siècle, avec les ballets de Diaghilev aussi, mais où Picasso est intervenu, bien sûr, dans les costumes, dans les décors. Mais on voit bien que c'était une danse qui s'est développée indépendamment du cubisme, qui n'a pas tellement de rapport. Et puis, qu'est-ce que je veux dire, la musique elle-même, sa musique de Satie, notamment pour ce qui est de parade, ou d'autres musiques, Stravinsky, est-ce qu'il y a un lien? Il faudrait discuter des musiciens, je ne suis même pas sûr. Donc les arts les plus formels n'ont pas besoin des autres arts, sauf quand il y a une mise en spectacle, tous les arts du spectacle qui ont besoin de l'art total. Donc l'art total, comme théâtre, opéra, etc., c'est la deuxième signification. Et alors, il y a un art total, ça serait le troisième, comme art contemporain, Fluxus, qui lui, comme geste dadaïste, va envelopper dans la performance et l'installation apparemment tous les arts, mais même au-delà de l'art, tout ce qui existe dans la société, va être rejoué, hein, imité, repris, déplacé, etc. Et puis pour finir, c'est le quatrième, mais qui a toujours existé, et c'est l'art total quand même, quand on rentre dans une église, même dans un musée, où l'architecture soit intéressante, plutôt la peinture, sculpture, architecture, beaux-arts, justement, l'art total, comme peinture, sculpture, architecture, où il n'y a pas de musique, il peut y en avoir. Dans une cathédrale, on sent ça, on peut dire qu'il y a eu une liturgie quand même au centre du projet. Oui, enfin, elle est assez rare, et puis elle disparaît, et puis en fin de compte, qu'est-ce que vient consommer ou éprouver ces tourismes de l'art que sont maintenant
tous les visiteurs de cathédrales et de châteaux, tous ces pèlerins de l'art par millions dans les musées. En général, ils voient des images, c'est un monde assez silencieux, et c'est un art total au moins au niveau des sensations de couleurs et de formes. Et ça a été conçu souvent, en tout cas Le Corbusier a essayé de le concevoir comme ça, il y a eu des grands projets formalistes du XXe siècle, c'était clair, c'est pas besoin de musiciens, de style, constructivistes, ils ont un langage plastique, fait par des sculpteurs, des peintres, des architectes, quelques designers, ils voulaient conquérir le monde, parce qu'évidemment il y avait une rupture avec l'industrie, enfin, le projet était bien formel, plastique, puriste, pas au sens où je l'entends, puriste parce que trop abstrait justement, et Lagan plus que moi, alors, parce que la figuration est disqualifiée, ça c'est évidemment la limite de ce genre de projet, mais néanmoins, un formalisme plus généreux qui inclut la peinture, tout simplement, la peinture qui s'est faite bien avant, et qui permet, et Le Corbusier était pas mal de penser, puisqu'il y a une figuration dans son architecture qui était conçue, même faisant une peinture un peu figurative. Une de ces dernières réalisations, je crois que c'est justement, c'est quasiment un art total, je crois qu'il l'avait désigné comme ça, donc il faudra vérifier, une maison plus modeste, mais qui est devenue une fondation de Corbusier à Genève. C'est une architecture, avec de la peinture, avec des volumes habitables, sculpturaux. L'art total, c'est ça aussi. Donc il y en a quatre, et ils peuvent cohabiter, mais ils ne s'identifient pas là-dedans. Et ce qu'on entend souvent René Oudot par art total, c'est Fluxus en réalité. C'est éventuellement, bien sûr, comment s'appelle-t-il, Wagner, mais en direction du dadaïsme, en direction, tu vois, d'un art de participation générale. Et c'est pas le même. Et si on dit que c'est le même, ben là, en fin de compte, celui qui aura appris sur l'autre, c'est l'art contemporain, parce qu'il est plus facile d'enseigner, surtout dans les années 60-70, moins maintenant, mais c'est resté quand même, parce que c'est transformé en art de relationnel, en art de communication, mais intéressé dans la société. C'est cet art enseigné comme référence, hein, parce qu'il ne faut pas se poser la question que René ne se pose pas, c'est qu'est-ce qui fait que seuls les arts plastiques se sont ouverts à l'anti-art issu du dadaïsme, à Duchamp, au point de servir de cadre pour l'enseignement, pour la pensée même, pour la pratique et la promotion. En musique, il est impensable que l'on se base sur un Duchamp de la musique qui d'ailleurs n'existe pas, ou John Cage éventuellement. On parle de Bach, on parle de tous ces gens-là. Or, il fallait enseigner les arts plastiques à l'université sans pratique picturale. On était censé avoir déjà un niveau. Bon, il n'y a aucun niveau, puisque l'agrégation qui a été aussi créée en même temps, donc c'est quand même un nouvel ordre social d'ailleurs, l'agrégation qui a disqualifié les gens des beaux-arts, là, socialement, j'en sais quelque chose, j'ai un peu vécu, ma compagne encore plus, du coup, vous ne pouvez plus gagner votre vie comme sortant des beaux-arts, il fallait avoir les centres d'art plastique et ensuite le CAPES ou l'agrég. Donc c'est aussi un coup d'institution étrange pour des 68 arts. Ils ont acquis un pouvoir qui a disqualifié les gens qui n'étaient seulement pas graveurs, sculpteurs, etc. Il fallait faire sa licence de Duchampienne, son CAPES Duchampien et son agrégation Duchampien, parce que c'est quand même ça. Quand vous faites une agrégation, vous êtes en concurrence avec un photographe, avec un performeur, avec tous à égalité pour produire une œuvre dite d'art plastique dans la grande leçon et dans l'œuvre globale. Donc c'est quand même très très singulier les arts plastiques. Ça n'existe dans aucune autre forme d'art. Et ça ne fait pas question. Et en même temps, ça ne fait pas question, parce que aussi, les écrivains y ont intérêt, c'est-à-dire qu'il est plus intéressant de ne pas se sentir remis en question par un manque de connaissances de ce dont il parle, pour pouvoir au contraire, comme ça a toujours été le cas, s'en inspirer comme monde poétique, évidemment comme image. Donc il est évident que la plupart des écrivains n'ont pas tellement intérêt, sauf ceux qui étaient en contact avec les grands créateurs de la forme, donc Aragon, Matisse, Picasso, pour donner les exemples Picasso, Margot. Donc c'est ça que je voulais mettre en évidence, et on en parlera donc. Et tu vois, la naissance de l'art romantique, c'est à peu près ça aussi. Tu as par exemple quelque chose, René, il a trouvé ça très bien. Le paysage devenant le genre dominant, par exemple, de la création. Effectivement, le paysage peut être à l'origine de l'abstraction, je ne suis pas sûr du tout, hein. Mais, certains le disent. Alors le romantisme, du coup, ça devient, à travers un tableau original de Caspar Friedrich, moins connu, puisque ça représente un petit moine comme ça à l'horizon. L'horizon est très très bas à la plage, et il y a un grand paysage, un grand ciel de nuages, donc assez lourd. Et effectivement, tout à fait nouveau à l'époque, de ce coup, on n'a quand même pas grand-chose à voir, sinon un espace comme ça qu'on prend dans les yeux. Mais c'est comparé à Régulus. C'est comparé à Régulus. Et Régulus, c'est une histoire atroce de torture qui a été représentée par Turner et d'autres, d'un général romain, comment dirais-je, loyal, qui est revenu chez les Carthaginois, sachant qu'il allait être torturé. Je ne sais plus l'histoire dans le détail. Et la torture consistait à lui découper les paupières et à l'obliger à regarder le soleil. Or,
c'est ça, voir le tableau de Caspar Friedrich pour un grand romantique allemand, Ouais. Tieck, T-I-E-C-K, et j'avais lu ça, et René trouvait ça très bien, lui. Il trouvait que c'était tout à fait ça. Mais... Ça me rappelle un tableau qu'il y avait, c'est pas le tableau qu'il y avait dans l'exposition Mélancolie. Ah, il peut y être, c'est possible. De Jean Une Clair. rêve de plage, grand ciel et puis un petit bonhomme. Ah bah si c'est ça, c'est un petit moine qui regarde. C'est un tableau frappant. Frappant, mais c'est assez beau en tant que tel, qui n'est pas tentatif de la manière de Gaspard Friedrich. Bravo, bravo. Oui, mais t'as pas vu le discours qu'il a introduit pour cette... je vais te le donner avant de partir, là. Tu garderas. Et c'est un très beau texte. Et il trouvait ça très bien, parce que c'est comme ça qu'il voit la peinture, René, mais justement, c'est pas comme ça qu'il faut voir la peinture, à mon sens. Par contre, on voit comment l'autre voit, parce que ça permet, d'une certaine manière, de se mettre d'accord. Hein, dans un autre possible. Voilà. Le texte, alors c'est le texte de Kleist. Oula, je vais finir consacré au moine, donc c'est Kleist, c'est encore mieux. Grand dramaturge devant l'éternel, Kleist. C'est pas Tieck, je sais pas pourquoi il est Tieck. Je suis un imbécile, donc je vais donner une mauvaise référence. Quel enchantement de laisser le regard errer sur une étendue d'eau illimitée, dans une solitude infinie, au bord de la mer, sous un ciel ténébreux. Mais encore faut-il être allé là et en revenir, alors qu'on voudrait passer de l'autre côté et que c'est impossible. Enfin, toujours c'était le passage, hein, et que l'on voudrait être dénué de tout ce qui aide à vivre, et pourtant entendre la voix de la vie, parcours de la vie, hein, dans le mugissement des vagues, dans le souffle du vent, dans la course des nuages, dans le cri solitaire des oiseaux. Il faut pour cela une exigence du cœur et le préjudice, peut-on dire, préjudice entre guillemets, que porte la nature. Mais devant le tableau, tout ceci est impossible, et tout ce que j'aurais dû trouver dans le tableau, je le trouvais entre le tableau et moi. C'est-à-dire une exigence imposée par mon cœur au tableau, et le préjudice, encore une fois, que celui-ci me portait, je ne peux pas rentrer dans le tableau. Et ainsi, je devins un moine, comme le petit bonhomme. Le tableau devint une dune, mais la mer sur laquelle aurait dû errer mon regard nostalgique était complètement absente. Rien ne peut être plus triste et plus pénible qu'une pareille situation au sein de l'univers. Unique étincelle de vie dans le vaste royaume de la mort, point solitaire dans un cercle désert, le tableau avec ses 2 ou 3 objets pleins de mystères est une sorte d'apocalypse. C'est comme s'il portait en lui les pensées nocturnes de Jung, et puisque dans sa monotonie et son infinité, il n'a qu'au premier plan que le cadre, on a l'impression, en le regardant, qu'on nous a coupé les paupières. Et pourtant, le peintre a sûrement ouvert une voie nouvelle dans le domaine de son art. Et je suis persuadé qu'avec son esprit, on pourrait représenter un 1000 carrés de sable du Brandebourg avec un buisson. Alors là, c'est la recette pour faire une installation contemporaine. Buisson, ça c'est un truc de Kiefer, ça. Ben voilà, il décrit presque du Kiefer. L'homme avec le buisson à la main. L'homme avec la flamme, le buisson en flamme à sa main. Dans la forêt, c'est l'affiche. Ah oui, c'est une figure, mais je ne connais pas ce personnage, c'est une figure mythique. Non, mais c'est l'affiche de l'exposition. D'accord. Hein, qui représente. Il est debout, il y a la forêt derrière lui, parce qu'il y a le métro. Ouais. Et lui, il est avec un buisson qui prend feu. D'accord. Voilà. Enfin, je crois qu'il y a un buisson parce que de toute façon. Oui, c'est un voleur de feu, alors c'est pas Prométhée, c'est pas un côté Prométhée, c'est un voleur de feu. C'est un personnage mythique, non? Ou comme ça? Non. Parce qu'il y a aussi un cadavre, hein, il y a un personnage allongé. Oui, mais c'est un autre plateau, ça. C'est un autre tableau, ça. Mais il l'a repris aussi plusieurs fois. Et une palette, il se sert d'une palette comme ça, il marque là. Et sur toute la culture allemande. Pour moi, c'est un conceptuel, il faudrait définir, j'avais dit, un conceptuel de la souffrance allemande. Oui. Si on devait définir. Avec évidemment une picturalité, mais alors il y a toute la chimie, mais au sens le plus maléfique, faustien, hein, avec des installations chimiques, puis à la fin, en plus il revient un peu, alors là on se demande s'il veut se franciser avec des petites nymphéas, des couleurs un peu plus sympathiques. Tout à la fin il change, depuis quelques années, il amène de la couleur, mais là ça devient grinçant parce que... Puis l'installation à la fin, on retombe. Oui, en plus l'installation, ça avait justement les cadavres de la grande culture allemande, outrageusement utilisés. Moi je dis, la pauvre Allemagne, la pauvre culture allemande, qui n'a pas besoin de ça l'Allemagne. Et là où je suis triste dans cette histoire... Avec la chancellerie en plus, c'est pas possible. Et là où je suis triste avec cette histoire de Kiefer, c'est de me rendre compte qu'il a vécu à Barjac. Il n'est plus à Barjac. Et Barjac, c'est dans le Gard, c'est pas loin de chez moi. Ah bah c'est bien. J'y vais souvent avec une amie à Barjac. Et c'est à côté de quel c'est à la lisière, le Gard et l'Ardèche. D'accord. C'est la route, si on connaît, moi je connais, c'est un beau lieu, il y a beaucoup.
Ça a un rapport avec Barjac, à son nom. Et Barjac, c'est ça, Il est vraiment imprégné de ça? Non. Donc, il avait, donc, si j'ai bien compris, ce gars a vécu pratiquement 20 ans à Barjac, et il a fait un jardin installation. Il y a un jardin installation de qui fait à Barjac. Voilà. Donc, quand j'aurai ma copine au téléphone, je vais lui en parler. C'était si proche, si loin. C'était pas loin. Alors là, mais en même temps, c'est pas un peintre bulgare. Non, mais on sent pas ça, il a quand même. C'est drôle. Il a choisi un bon coin pour créer, par contre. Ah, c'est des beaux espaces pour créer, mais. Non, mais c'est ça drôle, rappelle. c'est que tu vois ce qui est bizarre, c'est que le gars, par exemple, le peintre, je ne sais pas son nom, qui fait des espèces d'osselets qui sont toujours répétés. Ah oui, tu vois, comment s'appelle-t-il? Il faisait partie du groupe Support Surface. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Je sais pas son nom. Oui, je vois bien. Alors lui, par exemple, on en a beaucoup parlé dans le Gard. Pourquoi on en a beaucoup parlé? C'est un histoire, de toute façon. Oui, mais je ne sais pas ce qu'il avait à voir avec Nîmes, mais toujours est-il qu'à Nîmes, le fast-food Quick s'est installé dans un édifice... Viala. Voilà, Viala. Dans un édifice anciennement les Galeries Lafayette, alors c'est le genre d'architecture pompeuse, et là-dedans, la Quick a fait décorer avec ça le restaurant. Ouais. Alors qu'il y avait qui faire et qui fait rien. Bah oui, non, c'est là. Oui, mais c'est moins qui fait, c'est plus sinistre quand même. Voilà, oui. Je garde la place. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors lundi? Je sais pas. Comment il s'appelle? René Chérard est un peu malade, un peu souffrant. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et puis les autres, je sais pas. Je sais que la jeune femme qui venait, elle est prof en Angleterre, donc le semestre a repris, donc elle est de nouveau en Angleterre. D'accord. Voilà. Et après, je ne sais pas. Mais toi, tu es Moi, je suis en 3e année de cinéma. 3e année de cinéma? Ouais. D'accord, ok. Je suis René depuis 2 ans en fait. Ah d'accord, ok. Ouais. Et vous appelez comment? Guy, tu peux me tutoyer. Ah ouais, d'accord. Tu es comédien? Non, enfin, j'ai voulu être comédien, mais ça n'a pas marché. Ah ouais? Et non. Non, là, ça fait depuis 2002, en 2002, j'ai repris les études ici. Ah oui, à Paris 8? Voilà, ouais. Enfin, j'ai fait des études ici, oui, j'ai fait licence, master de philo. D'accord. Et puis un doctorat, mais le doctorat, je rame. Et puis il y a, je sais pas moi, il y a peut-être 10 ans maintenant, en gros, je suis venu dans le séminaire de René Chérard. Voilà. Question d'homosexualité, tout ce truc-là. D'accord. Qui fait que je me suis intéressé aux garçons, je ne connaissais pas. D'accord. Donc tu travailles. Voilà, et puis maintenant je viens parce qu'il est très âgé et pour le soutenir dans la démarche de continuer. Parce que ça fait partie de la vie homosexuelle de se retrouver seul quand on est vieux. Il n'y a pas de. Maintenant, si, avec le mariage et avec l'adoption, maintenant ça va changer. Mais l'époque chez Vert, c'est une époque de solitude. La vie homosexuelle est solitude. Donc je comprends tout à fait qu'il ait envie encore de tenir son séminaire, etc. Oui, je comprends. Voilà. On va parler du séminaire de René. C'est pour le soutenir dans sa démarche que je viens régulièrement. Qui faire de toute façon aurait servi à décorer plutôt le fameux chat noir, tu sais, qui était gothique en fin de compte, et qui était aussi un des lieux du tournant d'une jeunesse possible de l'art contemporain à la fin du XIXe siècle, à mesure où c'était des artistes qui se retrouvaient, et d'obédiences différentes, de catégories artistiques variées, mais il y avait déjà ce côté comme ça qui apparaîtra sous le nom du groupe des Incohérents, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Les Incohérents, c'est vraiment peut-être des néo-dadaïstes avant l'heure. Je sais que j'ai été impressionné par ce peintre, parce que déjà, il fait dans la démesure. Ça, on en a parlé avec René. C'est des très grands tableaux. C'est pas... non.
On ne met pas ça à la maison. On n'a pas l'espace. Non, mais ça, c'est une des caractéristiques de l'art contemporain, la démesure. Il n'est pas le seul. On en parlait avec René. Le gigantisme. Et les Américains, avec le Pop Art, l'avaient déjà un peu introduit, ça. Ça existait déjà, le gigantisme, parce que c'est américain. Quand on a les tableaux de Delacroix. Ah, sinon, voilà. Voilà on appelle ça des grandes machines. Par exemple, soit qu'on aille au Louvre, soit qu'on aille à Versailles. De David. À Versailles, il y a des toiles, c'est énorme. Bien sûr. La galerie des batailles. Voilà, c'est énorme. Donc le grand format, ça existe. Ah, ça a presque toujours existé. Il suffit de penser à la peinture vénitienne, les noces de Cana, qui sont lourds. Voilà, c'est gigantesque. À Venise, on faisait des tableaux gigantesques, bien sûr. Voilà, donc là, mais là, ça fait. Parce que même, tu prends. Moi, j'ai vu ça il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, comment il s'appelle ce peintre J'avoue que j'ai mal vécu cette exposition. Parce que c'était justement, c'est là où il y a son antiphère, donc c'est des grandes salles. Et ça faisait beaucoup plus dépouillé. Tu sais, le gars qui il a commercé avec Derrida, je ne sais plus son nom, là, le peintre, qui froissait sa toile. Ah, en taille. En taille, voilà. Il y a eu une énorme exposition il y a 2-3 ans. Voilà. Ça faisait quand même, ce sont des toiles immenses, c'est énorme. Oui. Et à la fois, ça fait vide. Ah, c'est pas la même chose. Oui. L'investissement d'espace, c'est pas le même vide même de la peinture, puisque parfois c'est très fragile. Ce sont des empreintes, la plupart du temps. Donc, mais quand même, c'était. Il y a ça de matière chez Antiphère, c'est pas du tout la même impression. Voilà, c'est pas du tout. Tous les deux font du grand format. Mais c'est vrai que le grand format de la taille est quand même plus léger L'impression est plus légère, de toute façon. Il n'y a pas la masse, c'est pas la masse de la matière. La lourdeur du sujet, le noir est plus lourd, tu sais, objectivement. C'est ce qu'évoque, ça c'est des sensations plastiques, ça. Objectivement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et ça vaut pour la silhouette des uns et des autres, t'habilles en blanc, les formes sont plus dilatées. Voilà, c'est bien connu, le noir. Donc si tu peins des choses en noir, des teintes, il y aura une lourdeur, une épaisseur. La puissance dans l'épaisseur ou dans la masse, qu'a apporté aussi quelqu'un comme Courbet dans la peinture, c'est aussi avec une certaine utilisation du clair-obscur quand même encore, et l'utilisation aussi des matières et des couleurs brunes, donc toute une gamme d'ocre, de terre d'ombre, d'ocre sombre, et qui font aussi ce poids, cette pesanteur. Mais tu sais que ça a été aussi un objet de recherche d'exposition pure et simple, de projet d'exposition, par un certain Olivier Kaplan maintenant, qui dirige la fondation MAG, donc le Centre de Vence. C'est lui qui a lancé, c'est sous Chirac, je crois, et Gaillagon, qui était ministre de la Culture, l'idée donc des monumentats. C'est lui qui a lancé ça. Donc il a presque obligé les artistes à faire plus grand que ce qu'ils avaient l'habitude de faire, parce qu'il fallait qu'ils remplissent cet espace gigantesque. Et je crois qu'Ifer était un des premiers. Sinon, celui qui a inauguré ce genre d'expo. Du coup, voilà, ils ont fait quasiment des architectures. Enfin, je sais qu'il avait fait des tours en quasi-béton. Enfin, donc, il fallait tenir dans l'espace. Puisqu'il y avait un seul artiste et un immense espace. Et pour l'instant, celui qui m'a le plus esbaudi, c'est dans cet espace-là, dans cette monumental, c'est Anish Kapoor. Voilà, le fameux Anish Kapoor. Lui, Anish Kapoor. Entrer dans cette grosse bulle, c'était l'impression que tu rentres dans le ventre de ta mère. Voilà, donc c'est toute l'expérience. Après, on fait participer. Et là, c'est le côté fête foraine. Parce qu'on fait participer. Non, c'était pas. J'ai pas du tout pensé à la fête. Non, parce qu'elles sont sélectes maintenant, les fêtes foraines. Parce que justement, c'est des ambiances dans lesquelles on vous fait rentrer. Et avec Diane Morgan, qui connaît bien la chose, puisque son mari est un des concepteurs donc, de la Fondation Vuitton, qui parle de l'architecture de Guéry, avec notamment la partie intérieure faite d'une construction très particulière. Il a fallu quand même faire un vrai travail d'ingénieur. Et un des premiers artistes invités, c'est Olaf Sturluson, je ne sais pas bien comment il s'appelle, un Danois, je crois. Il joue sur des lumières, il jouait même sur un miroir, c'est que quand tu rentrais dans l'espace, tu étais pris dans l'espace, puisque la moitié, sinon la totalité, était prise dans un miroir. Donc on renouvelait un peu l'idée de la galerie des glaces, tu vois. Et donc tu es pris, comme c'était un clair-obscur, c'est noir, il y avait une lumière centrée, tu avais des sensations, bien sûr, mais c'est rien à voir. Et pour elle, c'était en continuité avec la peinture et la sculpture. C'est là le problème. Alors ce sont simplement des animations.
dans le meilleur sens du terme. D'ailleurs, les peintres sont de plus en plus des animateurs, des installateurs. Mais oui, parce que c'est ça, ça m'avait un peu déçu, moi j'avais pas trouvé ça. Mais c'est vrai qu'en photo ça fait quelque chose de joli, j'ai une photo ça fait des trucs jolis, mais ce qu'a fait, comment il s'appelle, Buren. Ah, Buren aussi. Buren, tu sais, c'est rond là, c'est rond. Ah oui, en plus il a changé avec ses ronds, ouais. C'est parasol. Voilà, c'est parasol dans le Grand Palais. C'était. J'ai pas trouvé ça joli, j'ai pas trouvé ça. Ça fait des jolies photos, mais quand tu es. Niche Capour est plus séduisant parce qu'il joue quand même sur des. Alors que Capour, sur des lumières, sur des miroirs déformants. Ce qui était marrant, c'est que tu étais à l'intérieur et tu avais l'impression d'être à l'intérieur des poitrines, d'une poitrine. Alors, parce que tu avais trois. C'était des grandes bosses comme ça. C'était drôle. En plus, ça avait une couleur lit de vin. C'était formidable. C'était formidable. Niche Capour, de ce point de vue-là, est très bien pour ça, parce que bon, d'abord, il a été jugé sur son intervention à Versailles. Ouais, tu ne représentes pas ce qu'il fait d'habitude. Je suis pas allé peur le de voir. ça représente pas, parce que tu as vu en photo. Moi, j'ai vu en photo, mais j'y suis pas allé. Non, pas non plus, mais. J'ai pas compris tout le délire. J'ai vu à distance. Tu me diras si c'est lui qui a dit c'est le vagin de la reine. Dans une interview, il a fait le con. Ça, c'est lui. Là, il s'est fait. Oh, il a peut-être voulu faire sa publicité aussi, mais c'est mal venu, évidemment. C'est pas que c'est pas mal venu, c'est non, moi je trouve ça drôle. Non, mais s'il voulait réveiller des démons qui étaient toujours là, on le savait, il y avait quand même l'expérience McCarthy à Place Vendôme, donc il savait que ça pouvait se reproduire ce problème-là. D'autant plus qu'on avait quand même, je crois, les 2 siècles de la disparition. Qu'est-ce qui était il y avait un problème avec Marie-Antoinette, je crois. On célébrait, ou Louis XVI plutôt, je sais plus très bien. C'est un acte symbolique, c'était quand même un anniversaire, mais lequel? Je sais pas. C'était un anniversaire versaillais, versaillais vraiment royaliste. Il est royaliste donc. Quand il dit vagin de la reine, moi je trouve ça excellent, très drôle. Moi je me suis quand même un peu moqué. J'ai dans mon blog, là j'ai parlé d'un con à Versailles, avec un guillemet. Et je l'ai renvoyé d'ailleurs à des interprétations savantes possibles, notamment la double imagination chiasmatique des bords de Jacques Derrida, dans la théorie du récit de Blanchot, carrément, c'est-à-dire un récit qui s'ouvre et qui n'a pas de fermeture, donc à imaginer, ça commence un récit, non pas de récit plus jamais, etc. Donc très littéraire. Donc, et puis surtout, qui n'est pas très connu, par contre, l'idée d'un conte fabriqué par Renard pour le roi Conin. Et ça fait partie des fables de Renard du Moyen-Âge, qui m'a toujours fait rire. Renard se moquant de tous ses ennemis à la cour du roi Conin, dit lui vous fabriquez un con, il ne savait pas ce qu'était un con, le roi Conin. Mais vraiment littéralement, c'est extraordinaire. Donc il voit une bêche, il fait un trou, et puis il avise un coq qui est son ennemi, il demande donc l'autorisation de se servir de sa crête, etc. Il lui arrache sa crête et il commence à sculpter ça à son œuvre. Et il voit, je crois que c'est l'ours ou le loup, je sais pas, il lui arrache sa barbe, etc., son poil, et il organise son œuvre sculpturale, en même temps de land art, enfin en tout cas une véritable création dans le jardin du roi. Franchement, je m'étonne qu'on n'ait pas évoqué ça, c'est pas assez connu, et tel point que Fabienne Brugère, qui défend ça, qui a défendu la chose, au nom d'ailleurs du féminisme, parce qu'elle est très care, elle défend la contemporaine, mais l'art des bonnes causes, elle sait ce que c'est, elle est très care, elle est très féministe, mais le roi Conin, c'est quand même ça aussi, c'est un vrai problème, et surtout le dispositif de l'art contemporain qui consiste de plus en plus à intégrer, parce que c'est ce qui s'est passé, il y a eu un échange, intégrer ceux qui vandalisent, et il y a eu un échange, c'est ça qui est incroyable, il a voulu garder les insultes antisémites d'ailleurs, royalistes antisémites, ça lui a été interdit parce que la loi est contre quand même, on ne peut pas dans un espace de musée ou dans un espace comment dirais-je, public laisser des insultes antisémites. Il a quand même voulu les garder dans l'œuvre, il était sur le point d'effacer cela alors avec des feuilles d'or, n'importe quoi, des feuilles d'or comme ça, et les feuilles d'or elles-mêmes ont été marquées. C'est assez extraordinaire, donc en fait compte, c'est toute une histoire qui est intégrée à l'œuvre définitivement maintenant, et ça c'est assez original. C'est-à-dire que l'art contemporain commence à intégrer les réactions les plus réactionnaires justement, des livres de vertu, voire des royalistes. Mais ça prouve bien que ça n'a plus grand-chose à voir avec la forme. C'est comme si on faisait un tableau, et d'ailleurs dernièrement on a eu la même chose, j'en discutais avec René, un peu avant la mort de Michel Tournier, et je lui ai envoyé d'ailleurs le texte de Michel Tournier a écrit un conte pour moi insupportable, un conte sur la peinture, qui racontait aux enfants, mais qui est tout à fait typique. C'était une histoire je finis là-dessus avant, d'un grec, un peintre grec et un peintre chinois qui étaient en concours chez un roi persan, pour faire la plus belle œuvre. Donc on dévoile les œuvres, le roi découvre donc la peinture du chinois, magnifique paysage, on reconnaît tout,
montagnes, etc., les eaux, ces personnages. Et tout le monde s'exclame, la cour est là devant l'œuvre. Et puis il y a le grec. Le grec, il n'a rien fait, il a mis un miroir devant, qui permet de voir les personnages, donc les spectateurs dedans. Tout le monde est émerveillé, préfère le miroir. Chez toi, là c'est l'art contemporain, la peinture, c'est extraordinaire. D'ailleurs, la peinture, on l'appelle peinture, parce qu'il est dans les... Or, 2 jours avant la mort de Michel Tournier, qu'est-ce qu'on a? On a une performeuse qui s'est déshabillée à Orsay. Tu vois, et vraiment performeuse. Elle a choisi son public qui était là et qui acclamait, etc. Donc il y avait 10 personnes qui jouaient le jeu avec elle. Elle s'est dénudée. C'est pas la première fois qu'elle a fait le coup parce qu'elle avait déjà mis son sexe devant le fameux sexe de la création du monde de Courbet. Là, je crois que c'était donc l'Olympia de Manet. Oui, c'est ça. Elle s'est mise à côté et, parce qu'elle considère, voilà, qu'elle, comme femme, elle doit réagir à ce corps-là. Alors, sous une dénonciation de la prostitution depuis toujours. Et là, bon, en tout cas, c'est une performeuse qui a quand même besoin de la peinture, parce que tous ces gens-là ont besoin de la peinture pour faire leur coup. Donc de l'espace créé par les peintres, des musées, des salons, peintures, etc. On a d'autres choses comme ça. Donc parce que si elle faisait ça en banlieue, on risque d'avoir d'autres problèmes. C'est pas tout à fait ça. Elle a qu'à faire ça près d'une mosquée. Moi, je préfère les fémènes, de toute façon, qui se disent pas artistes, mais qui pourraient l'être. Moi, je me souviens de féministes aussi, et c'est comment s'appelle-t-elle? Alors, je suis là-dessus, je laisse partir. Lebrun, comment s'appelle cette femme? Lebrun, j'ai oublié son prénom, une surréaliste aussi. Elle a fait l'exposition Sade, d'Orsay. Elle s'appelle Lebrun, mais j'ai oublié son prénom. Charlotte Lebrun, peu importe. Tu la connais. Et alors, son exposition sur Sade et la peinture, donc c'était l'année dernière, à la même époque, début janvier. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, elle a dans ses livres rapporté quelque chose que j'avais vu aussi, parce que j'y étais aux Beaux-Arts. Et il y avait Yves Michaud, qui était directeur des Beaux-Arts à l'époque, là on était au début des années 90, il avait fait venir une philosophe féministe qui avait apprécié, si tu veux, la grande performance féministe autour de l'Arc de Triomphe pour défendre et présenter la femme du soldat inconnu. La femme du soldat inconnu. Ça c'est Monique Wittig. Elle est à l'origine de cela? De cette performance-là. Et ça non, se voulait, performance, ça se voulait un peu artistique. Ça se voulait un peu artistique. On était à la limite de la... Non, d'accord. Non, c'est que la femme, il y a plus d'inconnu que le soldat inconnu, c'est la femme de... Ah, voilà, peut-être qu'elle a été prise au mot, là. Elle a été prise au mot. Voilà, son énoncé était antérieur. Et il y a donc des féministes qui ont fait une performance, parce que ça s'est voulu quand même un peu artistique. Ah, d'accord, parce que c'est en relation avec le MLF qui a fait ça. C'est le MLF qui a fait la performance. Voilà, qui a fait la performance dans les années 70. Sauf qu'au Beaux-Arts, on la présente donc, quelques années après, quand même, c'est en 92, la performance des années 70, début 70, je sais très bien. Les féministes n'ont rien à gagner dans cette affaire-là. Il faut qu'ils produisent plutôt des peintres, des sculpteurs, etc. Parce qu'il y a encore une autre exposition qui faisait un peu sourire, qui montrait une faiblesse, là aussi, qui consistait à féminiser les grands noms de l'art occidental, et notamment de l'art du XXe siècle. Donc on a eu une exposition composée uniquement de femmes à Beaubourg, ça a duré très longtemps d'ailleurs, plus longtemps que l'exposition ordinaire. Et dans l'entrée, on voyait Marcel Duchamp, mais Marcel au féminin, Henriette Matisse, tu vois, en féminisant. C'est le gag, quoi. C'est pas un gag. Non, il y avait la volonté de montrer à quel point les femmes, voilà, sont pas présentes dans cette histoire de là. Il faut qu'elles fassent quelque chose avant de dire ça, parce qu'elles font des choses de plus en plus. Mais malheureusement pour elles, elles font des choses dans l'art contemporain. Et du coup, la peinture est toujours dominée par les hommes dans cette affaire. Il y a toute la polémique qui vient d'avoir avec la bande dessinée, avec Angoulême. En plus, ça revient comme ça. Oui, mais non. Alors, bon, de toute façon, elles arrivent, les femmes, en bande dessinée, elles arrivent partout. Mais il est possible encore qu'on n'a pas encore les plus grands noms de la BD. C'est un monde très masculin, c'est comme ça pour le moment. Moi, ce qui m'a fait drôle, là, dans l'exposition qu'il y a à Orsay. Alors Orsay, c'est donc l'exposition sur les courtisanes. Il y a tout est exposé de la vie de la prostituée et de la courtisane du XIXe siècle. Or, quand tu vas dans les cabinets tu vas t'encanailler, parce qu'il y a 2 endroits où tu vas t'encanailler. Tu l'as vu l'expo? Non.
il y a des endroits où tu vas t'encanailler comme le bourgeois. Il y a un rideau rouge, il y a un rideau voilà. rouge. Et des salles obscures, Voilà, comme le bourgeois. On te prévient d'ailleurs hein, pour les enfants. Voilà, comme le bourgeois du XIXe siècle, tu vas t'encanailler, il y a 2 endroits où c'est interdit au moins de 18 ans. Il n'y a pas de vraie femme, c'était pas réussi du tout. Il n'y a pas de vraie femme, ils auraient dû vraiment créer quelque chose de plus. Et il y a en revanche des scènes, alors des scènes d'homosexualité en photographie. T'as pas échappé. Mais non, mais ça ne m'a pas échappé pour la bonne raison. Ça se voit pas souvent, c'est vrai. Pour la bonne raison. Même, c'est même pas une question ça se voit pas souvent, c'est que on te raconte toute la situation de ces jeunes femmes au XIXe siècle qui étaient attrapées par la police pour ensuite amenées à l'hôpital, je ne sais pas trop quoi, pour tout ce qui est hygiène, etc. Qu'elles étaient incartées. Mais alors strictement rien sur la prostitution masculine. Parce que les scènes qui sont homosexuelles, c'est des scènes dans le bordel. Ce sont des garçons qui sont payés, qui sont là pour ça. Et eux, il n'y a rien de raconté. Il n'y a rien de comment des... Plus qu'à la limite... Qu'est-ce qui leur arrive quand la police s'occupe d'eux, notamment? Voilà, comment ils devenaient prostitués? Elles ne faisaient pas carrière de la même façon, ces hommes-là. Alors voilà. bon, c'est plus compliqué, peut-être que si, mais c'est vrai qu'on parle moins, des de... courtisans mignons sous la République. Ouais, plus évidemment sous Henri II, Henri III et d'autres. Voilà, mais est-ce que deviennent des mignons? Et bon, d'ailleurs, c'est pas le mot qu'on utilise. Et t'as raison de ce côté-là. Ils sont prostitués comme les filles. Oui. Exactement. En sachant quand même que tout ce que l'on voit là est une reconstitution, c'est ce que j'avais dit après ça. C'est-à-dire qu'en fait, on paye les gens pour s'imiter eux-mêmes. Quand c'est eux-mêmes qui sont dans le bordel, c'est pas toujours le cas. Il faut des prostituées à l'extérieur, et donc on reconstitue une scène de bordel, à cause des problèmes techniques d'ailleurs, pas seulement problèmes de censure interne. Il n'y avait rien à cacher, si j'ose dire, bien que. Pour montrer tout cela, c'est comme la guerre, il a fallu créer du faux. Avec du vrai. Ça m'a frappé, parce que c'est presque une reprise plus radicale encore que ce qu'il y avait pour ça, avec le cinéma. Puis alors, ensuite, le dernier petit gag, parce que je rigole beaucoup, moi, quand on me parle de la République, de la laïcité républicaine et compagnie. Tu as un grand tableau, c'est au dépôt de la Saint-Lazare. Ouais. Ah oui, on voit bien ça. Ouais. Tu as les prostituées. Et qui est-ce qui surveille? C'est les femmes de religion, oui. Une religieuse. On est dans la République, on est dans la laïcité. Non, c'est pas encore la laïcité, puisque c'est le 19e, mais c'est encore... Non, c'est le début du 19e siècle, en fait. Non, justement, après, ça changera progressivement. Mais on confie tout ce qui est de l'ordre du soin aux bonnes sœurs. Et la République, ça ne la gêne pas. Donc qu'est-ce qu'elle vient emmerder aujourd'hui, la République, avec... Sous la troisième, il faudrait voir, sous la troisième, il n'y avait plus ça, il n'y avait pas l'enfermement à cet endroit-là. J'étais bien, moi, quand j'étais enfant dans les années 60, chez les bonnes sœurs. À l'hôpital, chez les bonnes sœurs. Homosexualité? Non. C'était pas une rafle. Non, c'est pas une rafle, ce que je veux dire par là. Je ne savais pas. C'est que jusqu'aux années 60, 70... Bien sûr, ils avaient un rôle encore important. Les lieux de soins étaient encore confiés aux religieuses. Lesquels? Certains lieux. Mais les lieux, par exemple, le centre pour enfants handicapés, c'était des religieuses. C'était des religieuses qui tenaient ça. Non, alors quand je vois ce tableau... Ça a influencé ta sensibilité encore. Ta conception 19e surréaliste, alors 19e surréaliste. Ça n'a rien à voir, ça. T'es pas collant, Ça n'a rien à voir, ça. Sinon, on serait tous pédés. Non, ça n'a rien à voir, c'est tout. Non, j'ai pas dit ça. Je dis ta sensibilité homosexuelle n'est pas celle, par exemple, de Lionel, qui ne sera pas, tu vois, marqué par le nom des bonnes sœurs. Tu peux être très bien marqué par quelque chose d'autre, je sais pas. Non. C'est le côté surtout... cette survivance où tu es encadré par tout un système religieux que toi, dans ta situation, tu n'as jamais demandé. En tant qu'enfant, parce que toi, tu n'avais pas d'éducation religieuse spécialement. Voilà. Et la prostituée, son problème, c'est pas la bonne sœur. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est assez marrant. Et elle était censée trouver sa grâce. Voilà. Et aujourd'hui, quand tu as tous ces discours autour de
de la laïcité où il ne faut pas du tout, etc. J'ai dit, oh, quand ça vous arrangeait bien, vous pouvez faire. Oui, mais bon, il y a une tolérance française qu'il faut aussi souligner et reconnaître, parce que le XIXe siècle était sexuellement français, là. C'était vraiment un lieu de plaisir. Les rois descendaient quand même s'offrir ce plaisir-là. Et des rois qui étaient censés avoir de la religion, comme les rois d'Angleterre. Enfin, c'est Édouard, je ne sais plus quel Édouard, c'est quand même une énormité. Par rapport à leurs femmes, par rapport à ce qu'ils affichaient à l'extérieur, c'est quand même quelque chose. Mais elle est bien, il y a du monde en revanche à cette expo. Ce genre d'exposition qui a du succès. Si j'ai bien compris, en revanche, Picasso Mania a fait un four. Ah bon? Parce que je ne vois pas des queues. Moi. Très bien, ils sont unis. Je ne vois pas des queues Il y a une tromperie sur la marchandise, de toute façon. Hein. Moi, je l'ai dénoncé sur mes Mais le seul endroit où je me suis... Parce qu'ils veulent faire passer l'art contemporain, justement, comme héritier de la grande peinture de Picasso. Et donc, ils n'arrêtent pas de mélanger les choses. Moi, j'ai dénoncé cela. En disant héritier de comme héritier de Picasso même. Parce qu'il suffit de faire le portrait de Picasso, là. Il y a plein d'artistes qui ont fait le portrait de Picasso. Picasso et moi, même combat. Rien à voir. Non, mais c'est tout le temps comme ça dans cette expo. Ça n'a pas marché. Parce que l'exposition Picasso, ça marche d'habitude. Et les Picasso eux-mêmes, ils ont vraiment trituré les vrais Picasso pour que ça passe dans l'expo. Ils ont mis effectivement en rapport avec des thématiques très contemporaines sur le corps, le sexe, etc. On arrive à apprécier Picasso, mais c'est vraiment une tentative grossière de récupération que je dénonce. Justement, c'est la duchampianisation de Picasso. En revanche, je l'ai dénoncé très tôt. Le seul endroit où j'ai pris un petit... J'ai dénoncé Picasso Mania dès le début en plus. On m'a accroché. J'avais dit, j'ai un blog de Mediapart, l'horrible exposition à la rentrée, qui m'est tombé dessus. Comment on dénonçait, vous n'avez même pas vu l'expo. Oh, mais je les vois venir, il suffit de regarder le programme. Les artistes en plus qui étaient là, parce qu'il y a des artistes d'aujourd'hui qui ont été utilisés, même Kiefer est là d'ailleurs, pour parler de Picasso, alors qu'ils n'ont rien à voir avec lui. Moi je trouve ça scandaleux, là vraiment. D'abord, ils n'ont rien à voir avec lui parce qu'ils ne sont pas peintres, et en plus, même quand ils sont peintres, on ne voit pas le lien. D'ailleurs, là c'est bien que le public n'ait pas suivi. Je veux bien qu'on en revanche, merci du renseignement. Mais parce que j'ai pas vu moi. En revanche, tu vois des grandes queues pour la bourgeoise là. Celle qui a fait tous les portraits de l'aristocratie là. La bourgeoise. Enfin, j'ai dit la bourgeoise parce que c'est vraiment bourgeois comme truc. Ah oui, si. Villiers-le-Brun. Là, il y a de la queue. Hein. Là, il y a de la queue là. Bien sûr, ça m'étonne pas. Là, il y a le portrait classique qui plaît encore beaucoup. Elisabeth Vigée-Lebrun a plus de succès que Picasso Mania. Tant mieux. Moi, j'ai vu des expositions en même temps. Et Picasso Mania, ce qui est à voir pour moi, et là, je ne suis pas fou de. Moi, j'ai pris 20 minutes, j'ai adoré. C'est le travail vidéaste qu'ont fait les assistants de Jean Godard. Il y a tout un travail vidéaste avec les films, etc. C'est dans quelle exposition ça, c'est dans Picasso Mania. Ben voilà. Il y a que ça commence par là, c'est vrai. Le cinéma récupère toujours ça, évidemment. C'est pour ça que Lionel n'appréciait pas, mais Stéphane aussi, cinéaste, ma critique, parce que les vidéastes ont intérêt quand même. Parce que les vidéos sont exposées au même titre que la peinture, mais dans l'espace créé par les peintres. C'est un problème. Et on voit même des cinéastes de renom qui n'ont jamais eu de prétention plastique particulière, d'être des plasticiens. Agnès Varda, que j'aime beaucoup comme cinéaste, devenir plasticien, presque malgré elle, parce qu'en exposant, petit à petit, on l'a présenté comme artiste. Mais même Rancière a failli passer pour plasticien, parce qu'on l'avait nommé plasticien dans une exposition qu'il avait participé, mais comme philosophe. Donc c'est très rapide, l'étiquette plasticien, on peut l'avoir très rapidement. Pas besoin de peindre, pas besoin de faire grand-chose. Il faut être là, dans un espace de sensibilité partagée. C'est gros comme une maison. Et c'est intéressant de voir comment le cinéma, alors là, est utilisé d'une façon tout à fait critiquable. Tu n'as rien filmé du tout. C'est vrai, ça n'a pas marché. Si, ça marche, mais tu as filmé la table. Ah bah tant pis pour moi. Il n'y a personne. Ah ouais. Il aurait fallu vérifier. Bon. Allez, c'est pas grave. Ciao. Alors je serai beaucoup moins présent après parce que je vais aller assister à la même heure au moins au cours c'est 3 mars, de toute façon. Au cours de la reprise. Au cours d'Éric Le Cerf, travail l'ombre le cours de. C'est lequel? Travail fascisme. Ah d'accord. C'est à partir de la semaine prochaine. Parce qu'il a fait un cours avec le département de cinéma en ce moment. Avec le cerf? Oui. L'ombre et l'or. Tu seras absent, en fin de compte, à ce moment-là, dans la séance. Voilà, parce que ça sera même à... Ça tombe exactement à 15h ou c'est... 15h, 18h. Ah oui, évidemment. Ah ben, pas content, on dit. Ah ouais, mais je viendrai un peu. Tout le monde s'en va. Complètement. Parce qu'il y a des absents qui travaillent, ça c'est vrai. Constantin, justement, il bosse, là, il peut pas venir.
Allez, ciao, j'y vais là. Bientôt alors. Mais le 3 mars, ça sera intéressant parce qu'on a un musicien qui intervient, un philosophe, qui va essayer de parler. Parce que René voulait parler de Boulez et de la peinture, notamment en rapport avec Klee. Parce que Boulez est inspiré de Klee. Donc là, le passage, c'est quelque chose qui peut intéresser aussi. D'accord. Voilà. À bientôt alors. Au revoir. Merci, au revoir. Salut. Bon, on n'a pas émargé, c'est pas grave, je vais pas demander à émarger non. le cahier, on fera ça la prochaine fois. Pour les UV éventuellement. Ah, oui. Salut. Salut. Merci d'être venu.